Bonsoir, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Madame Anne Lapérouse. Madame Lapérouse est députée européenne française au sein du groupe Alliance des démocrates et libéraux d'Europe. Par ailleurs, elle est membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, également de la commission temporaire pour le changement climatique et également membre du Conseil général du Tarn. Madame Lapérouse, nous vous remercions infiniment de votre acceptation de cette interview, tant il est que vous êtes la première députée européenne française et compte tenu de la présidence française de l'Assemblée, important d'avoir une voix française dans ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire le changement climatique. Alors d'abord, je voudrais vous poser une question ayant trait à la décision et au vote qui a été pris hier par votre commission en ce qui concerne les émissions de CO2 pour les autos. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous étiez contente? Est-ce que vous étiez déçue? Et qu'en est-il, à votre avis, de l'influence qu'ont pu porter peut-être les fabricants d'autos ou les constructeurs automobiles sur cette décision? Très bien. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je crois qu'effectivement, le moment est venu de parler des émissions de CO2 de voitures. Alors le vote de la commission industrie me laisse finalement un goût un petit peu mitigé. Je dois dire que j'ai globalement soutenu des amendements de compromis, mais que j'aurais aimé, par exemple, que certains critères soient évités, comme le poids des voitures. C'est-à-dire que plus les voitures, finalement, si on reste à ce vote de la commission industrie, plus le poids des voitures va grossir, plus finalement on serait autorisé à émettre de CO2. Or, je pense que le poids des voitures peut croître. À mon sens, il devrait plutôt diminuer. Mais s'il croît, on devrait proportionnellement aussi diminuer le coût de CO2. Donc, par rapport à ça, je suis déçue. Je suis également déçue parce qu'au tout début, moi je m'étais dit c'est simple de dire 120 grammes pour 2012. Tout le monde comprend. Oui. Bon, mais vous savez que je viens aussi du monde de l'industrie automobile, donc je comprends aussi bien sûr ce qu'on appelle les pressions des industriels de l'automobile. C'est vrai que pour changer de modèle, on estime qu'il faut entre 4 et 7 ans. 2012, c'est dans 4 ans. Donc on peut comprendre que l'industrie automobile finalement ait fait une forte pression. Alors pour le moment, je dis, on a donné un signe, mais le signe c'est le vote de la commission industrie. Il est quelque part normal que la commission industrie donne un signe industriel. On a aussi le vote en environnement. Moi personnellement, je pense que je vais pousser pour que on encourage de toute façon les constructeurs à baisser leurs émissions. Je crois qu'il leur va aussi de leur intérêt. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde globalisé et que certainement des constructeurs, des pays tiers peuvent aussi capter ce qui se dit ici au niveau de l'Union européenne et au niveau du monde entier sur la nécessité de réduire les émissions de CO2. Donc il y a ça. Et puis je crois aussi beaucoup au comportement des consommateurs. Je crois qu'aujourd'hui, si on achète un véhicule, il me semble qu'aujourd'hui, avec tout le bruit qu'a fait Al Gore, ce qui s'est passé en France avec le Grenelle de l'environnement, je pense que le consommateur aujourd'hui va chercher des véhicules peu consommateurs et peu émetteurs de CO2. Donc il va de l'intérêt des constructeurs d'accélérer le mouvement. Je vous en remercie d'ailleurs. Alors, les questions que je vais vous poser, c'est des questions qui émanent de citoyens français, d'ONG, ainsi que de votre collègue, la sénatrice Fabienne Keller. Oui. C'est un ensemble de questions. Et justement, vous touchiez au Grenelle de l'environnement. Et là, une question concerne un système incitatif du type bonus-malus, par exemple, actuellement expérimenté avec succès en France. Et est-ce que ça ne pourrait pas, selon vous, être étendu au niveau européen ? Alors, c'est une question qui est effectivement débattue. On est pour des systèmes incitatifs. Aujourd'hui, le système le plus simple, c'est les crédits d'impôt. Mais si on ne paye pas d'impôt, effectivement, on ne va pas pouvoir bénéficier de cela. Je pense que pour l'automobile, c'est un bon système, que ça devrait être développé au niveau européen. Et qu'est-ce qu'en pensent vos collègues ? On a toutes les opinions là-dessus. Ça me paraît un peu difficile de répondre. On a vraiment toutes les opinions là-dessus. Il y a des propositions qui n'ont pas été prises en considération, comme vous l'avez souligné au début de cette interview. C'est le style l'attitude des consommateurs. Exactement. Et leur style de vie. Vous voyez, moi, je réside à Bruxelles, par exemple, mais pour aller au Parlement, je ne prends pas mon auto. Bien sûr. Parce que ça serait complètement ridicule. Je prends les transports en public. Et je crois que
il pourrait y avoir une incitation plus grande de façon à faire en sorte que cela soit pris en compte, même au sein des réglementations, en disant qu'on va promouvoir et encourager. Alors là, on va sortir du 120 grammes de CO2 C'est des voitures. exact. On va jouer sur ce que je dis au tout départ, c'est le comportement. C'est aussi les collectivités, comment elles vont gérer, comment elles voient la vision de leur déplacement à terme. Tout à fait. Donc ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, le paquet énergie-climat va orienter vers cela. Il n'y a pas que le CO2 de voiture. D'ailleurs, à ce niveau-là, et puisque vous êtes au Conseil général du Tarn, comment ça se passe chez vous, par exemple? Alors chez nous, nous sommes typiquement dans des zones difficiles parce que ce sont des zones rurales. Oui. Donc ça veut dire que le transport public coûte un peu plus cher qu'ailleurs. Oui. Donc il est largement financé par la collectivité. Et je dois dire que depuis la hausse du prix de l'essence, on a vu la fréquentation du transport par bus augmenter. Donc c'est quand même intéressant. On voit aussi des changements, des comportements qui sont modifiés, des personnes qui allaient à la ville voisine acheter en grande surface et qui aujourd'hui reviennent vers du petit commerce parce qu'elles évitent les allers-retours en voiture. Et même en zone rurale, il y a du covoiturage qui existe déjà? Oui, on a des endroits où les gens garent leur voiture pour aller ensuite travailler à Toulouse et ils font de covoiturage. Donc ça commence de plus en plus à se développer. Donc je crois beaucoup, moi, à ce comportement. Mais je crois que c'est essentiel même. En ce qui concerne, par exemple, les politiques pour favoriser la commercialisation de nouvelles, par exemple, voitures électriques, on entend parler beaucoup d'hydrogène maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il faut peut-être apporter des subventions, il faut des encouragements. Alors bon, il y a l'industrie automobile qui innove dans ce genre de nouveaux produits. Oui. Je pense aussi aux encouragements qui sont faits au niveau européen via les politiques d'encouragement pour la recherche et l'innovation, ce qu'on appelle les programmes cadres de recherche et de développement. Oui. Il y a aussi des initiatives qui sont accordées au travers de ce qu'on appelle des programmes innovation et compétitivité qui s'adressent à des PME. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'accent est mis sur la recherche de nouvelles économies d'énergie, l'efficacité énergétique, sur des nouvelles innovations. L'hydrogène fait partie des sujets qui sont fortement encouragés au niveau européen. On a ce qu'on appelle des projets d'initiative conjointe au niveau européen pour encourager tout ça. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, je crois qu'ici, tout le monde est sensibilisé sur les nouvelles technologies qui vont amener de nouvelles formes de véhicules, mais aussi peut-être de nouveaux carburants. Puis ce sont des gisements d'emploi en plus. Et ce sont des gisements d'emploi. Nous croyons que de toute façon, il me semble d'une manière plus large, que finalement l'économie européenne, bien sûr ce que je vais dire est peut-être un peu caricatural, mais il me semble qu'en Europe, nous avons pratiquement tout ce dont nous avons besoin. Notre société, nous avons l'eau, l'électricité, le logement. Oui. Il y a bien sûr des gens qui souffrent, qui sont en grosse difficulté, par manque tout simplement de moyens financiers, malheureusement. Mais je crois que nous avons une source aujourd'hui de progrès, c'est l'environnement. Oui, je pense aussi, c'est sûr. C'est un gisement d'emploi considérable. Et nous avons les atouts au niveau de la recherche, de l'innovation. Moi, je crois fortement. Et dans tout le domaine, parce que là, on est en train de parler d'automobile, mais votre collègue, par exemple, M. Onesta, parlait des bâtiments, des édifices, en indiquant qu'on peut vraiment réduire de 50%, ce qui est énorme. Donc ça, c'est plutôt positif. Quelles sont les mesures prises, c'est une autre question, pour limiter le risque de non-renouvellement des flottes au cas où le coût subi par le consommateur est trop important? Lui, c'est les questions qui émanent... Ce sont des vraies questions. Oui. C'est pour cela, si vous voulez, il faut être prudent. Oui. Je crois que pratiquement 120 grammes pour 2012, c'est trop juste. Donc c'est pour ça que nous avons finalement en commission industrie prévu que ce serait 60% de la flotte en 2012, 70% en 2013, etc., pour arriver jusqu'en 2015. Et nous estimons que globalement, par rapport aux statistiques que nous avons, ça laisserait normalement le parc automobile arriver à cet objectif, sans trop pénaliser les consommateurs. Et qui serait, par exemple, peut-on parler de l'ordre de, à moyen terme en 2020, alors de 80 grammes ou de... L'objectif serait 80 grammes, je trouve que ça serait un bon chiffre. Oui. Parce que finalement, on n'a pas parlé d'objectifs à moyen terme. Voilà. Et si on a un petit peu parlé dans notre discussion en disant qu'il fallait donner de la visibilité aux entreprises pour pouvoir investir, pour pouvoir prévoir, amortir leurs investissements.